beaucoup de gens sont pris dans les choses à faire et oublient la qualité d'être. Oui, clairement, l'éducation est souvent orientée sur la performance, le faire, les résultats, les accomplissements, et on a oublié la qualité d'être. Comment je me sens ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce qui me rend heureux, joyeux ? Qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce qui m'attriste ? Qu'est-ce qui me pèse et que j'ai besoin d'apprendre à transformer ? Les gens ne savent pas ça. Et donc, ils sont avancés dans les encodages officiels. Et à un moment, assez souvent à la cause d'un accro, parce que tout d'un coup, cette espèce de course flamboyante achoppe sur quelque chose. C'est un divorce, c'est une difficulté avec un enfant, c'est un décrochage scolaire dans la famille, c'est peut-être un licenciement ou des ennuis de santé. Tout d'un coup, la personne va se poser les bonnes, vraies questions. Qui je suis, vers où je vais et à quoi sert la vie ? On les pose parfois en boutade. Qui suis-je, où cours-je, à quoi sers-je, dans quelle étagère, toutes sortes de boutades autour de ces questions. Mais derrière ça, c'est pas des boutades, c'est des vraies questions que nous aurions tout intérêt à nous être posées anticipativement, avant que tout d'un coup la vie nous mette au pied du mur. Et effectivement, je souhaiterais que les systèmes éducatifs, tant à la maison, en famille qu'à l'école, soient orientés vers le sens de la vie. Qu'est-ce qui fait sens ? On n'est pas sur Terre pour se brosser les dents, prendre sa douche, préparer ses devoirs, passer son bac. On est sur Terre pour s'enchanter d'être vivant. Et effectivement, apporter de l'enchantement et une contribution au monde. Et c'est vrai qu'avoir une bonne hygiène de vie, dormir à temps, prendre sa douche, étudier des matières, c'est une logistique intéressante pour l'enchantement, mais n'inversons pas les choses. Bonjour, bienvenue dans Dialogue, votre podcast. Quand on essaye de comprendre pourquoi on est pris par la peur, l'angoisse, qu'on se sent coincé, qu'on adopte des mécanismes complètement absurdes dans notre vie, qu'on se sent, qu'on n'ose pas être soi, qu'on ne sait pas comment trouver sa place. Pourquoi ? Eh bien, ce qu'on croit ne va pas assez à la source du problème, on se trompe, et c'est ça que je vous propose d'explorer dans ce podcast. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, écrivain, auteur de très nombreux livres, dont Foutez-vous la paix, Suis-je hypersensible, enseignant de cours en ligne et fondateur de réseaux. Vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma newsletter Les Trois Soleils, que je vous envoie tous les lundis matins, avec 3 sources d'inspiration pour commencer votre semaine et vous tenir au courant de tous les dialogues que je suis en train de vous offrir. Je reçois, pour explorer cette source de nos souffrances, Thomas Dansembourg, et vous allez voir, avec Thomas Dansembourg, ce qu'on va découvrir est vraiment très troublant, très perturbant. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Dans ton travail, tu cherches à comprendre comment on s'enferme dans le malheur et comment collectivement on s'enferme dans le malheur. On peut dire que c'est un sujet central aujourd'hui. Et une des causes de notre malheur à la fois individuel et collectif qu'on ne perçoit pas, ou très rarement, c'est l'éducation. C'est un ensemble d'habitudes, de structures, d'éducation que dans ton livre, Te changer toi peut tout changer, tu essayes de mettre à jour et de montrer et presque de nous inviter à nous étonner de choses qu'on prend pour l'évidence. Et je voulais partir d'une remarque que t'ont fait tes filles. Donc tu as 2 filles, hein ? 3 filles. Et en sortant de l'école, elles t'ont demandé un jour, est-ce que c'est normal, papa, qu'on reste assis à l'école toute la journée ? Et qu'on ne joue pas. Elles m'ont demandé, est-ce que c'est normal ? On est assis et on ne joue pas. Comment dire à un enfant que c'est normal, évidemment ? L'enfant a l'intuition que c'est pas juste, que lorsqu'on passe de la maternelle à l'école primaire, et que donc il n'y a plus le jeu, le fait de courir par terre et de s'amuser avec tous les blocs et d'apprendre en s'y mêlant physiquement, le fait d'être assis immobile pendant plusieurs heures par jour, c'est contre nature. L'enfant sent ça profondément. Et évidemment que j'ai cautionné en disant, mais ton intuition est tout à fait juste, honore ton intuition, elle va te guider ta vie durant. Et effectivement, c'est pas normal. On devrait inventer un système éducatif où on continue d'être en mouvement, de jouer, de faire fonctionner son corps et d'apprendre dans le partage, dans l'interaction. Et on va essayer de s'arranger pour que tu aies ça au moins, évidemment, le soir et tous les week-ends. En attendant, l'école était juste au coin de la rue, là où nous habitions à l'époque. Et donc, c'est précieux de ne pas se perdre dans les embouteillages et prendre du temps. Voilà. Mais effectivement, ce que j'ai aimé, c'est l'intuition de l'enfant qui se dit, c'est pas normal de ne pas bouger. On est sur Terre pour bouger, se sentir
sentir vivant et participer à la vie. Donc là, il y a un premier acte où, au fond, l'école nous ferait croire, si elle n'avait pas eu un parent comme toi qui arrive à lui dire ça, le message qu'on entend enfant, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à notre boussole intérieure, parce qu'au fond, pour chacun d'entre nous, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe qu'on doit rester assis? Mais on croit qu'on doit se conformer à ça. Et croire qu'on doit se conformer à ça, c'est la première forme de renoncement et même de violence, dis-tu. Clairement, c'est une violence subtile. L'enfant apprend à renoncer à lui-même, à renoncer à ce qu'il ressent comme étant profondément juste, profondément naturel, profondément évident. Il apprend à se résigner, il apprend donc à se morfondre, il apprend donc à subir. Et donc, 25 ou 30 ans plus tard, eh bien, il subira des heures dans les transports en commun, des heures devant des écrans d'ordinateur à faire parfois des travaux stupides. On parle aujourd'hui beaucoup de bullshit job. Et c'est comme ça, on n'est pas là pour rigoler, je subis ma vie. Et c'est souvent conditionné par ces habitudes-là. Nous avons absolument besoin de rétablir de l'enchantement. On ne va pas à l'école pour subir. Et je rêverais que tous les enfants qui vont à l'école, comme dans certains pays du Nord, aillent à l'école dans la joie d'apprendre et reviennent dans l'enchantement d'avoir appris. Alors que dans beaucoup de systèmes scolaires chez nous, les jeunes, ils vont à l'école la boule au ventre et ils reviennent découragés. C'est urgent de changer les choses. Ce que tu montres, c'est on ne parle pas juste d'éducation des enfants, mais on essaie de comprendre ce qui nous a conditionnés, nous, aujourd'hui. Parler de ça, c'est vraiment important. Les gens acceptent très bien aujourd'hui de dire que les violences qu'ils ont subies enfants conditionnent leur vie plus tard, mais rarement on voit comment le système éducatif qu'on a subi conditionne notre existence. Et ton livre insiste beaucoup là-dessus. Mais bien sûr, il y a bien des gens qui me parlent de l'ancien système, et notamment des punitions, en disant on n'en est pas mort, mais on n'en est pas vivant pour autant. Si on avait reçu des coups de fouet, on n'en serait pas mort non plus. Est-ce que ça nous a aidé à être plus joyeux, plus généreux, plus créateurs? Et donc ce système très conditionné, très sclérosé, parce qu'il n'a guère évolué en 100 ans, ne fait pas des citoyens heureux d'être là, sachant comment contribuer au monde et apportant leur nouveauté à un monde de plus en plus complexe qui a vraiment besoin qu'on apprenne à penser autrement. Nous avons besoin donc de revisiter en profondeur les systèmes éducatifs pour qu'ils fassent des citoyens discernants, responsables, engagés et disponibles à apporter du nouveau. Et ça demande pas mal de remise en question. Tu montres que beaucoup d'enfants, quand ils sont tout enfants, posent des questions de manière très libre, très directe, et qui peu à peu apprennent à devenir prudents, plus silencieux, comme s'ils devaient retenir ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent. À quel moment cette retenue devient une forme de souffrance ? Très vite. Dès que l'enfant est rabroué parce qu'on lui dit c'est hors sujet, c'est pas le cadre, etc., eh bien, il se dit bon, l'intervention n'est pas juste. Je me souviens d'une de mes filles, et son professeur était vraiment dans un double langage dans une école. Elle a déménagé juste après, on a changé d'école juste après. Mais la professeure disait participez, voyons, prenez votre part aux échanges, etc. Et 2 fois, elle a fait une proposition en disant est-ce que je peux poser ceci? Je pense. Et elle a été rabrouée par le professeur en disant comment tu peux dire ça? On a vu cette matière, tu devrais maîtriser quand même. Paf, paf, paf. Ma fille en a fait une dépression, on a déménagé d'école, et cette prof, quand j'étais la voir, je l'ai remerciée pour sa rigueur et son goût de bien faire et sa tentative d'amener les élèves plus loin dans leurs connaissances et leurs apprentissages. J'ai dit peut-être vous vous rendez pas compte, mais certaines de vos attitudes peuvent faire peur. Elle m'a répondu je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit, donc aucune capacité de remise en question, ce qui est malheureusement assez bien le cas dans certains système. Nous avons donc absolument besoin, avec un peu d'humilité, d'accepter de nous remettre en question et d'accepter d'être cohérents. Si nous voulons un monde responsable, eh bien soyons nous-mêmes responsables de nos attitudes. Oui, il y a beaucoup de choses à transformer, notamment le fait de pacifier le rapport au temps. Les enfants sont habitués à se précipiter. On les sort du lit à l'aube, ou même avant l'aube parfois. On les amène à l'école à 8h, 8h30, mais quelle brutalité par rapport au rythme. C'est toutes
les études sur l'enfance aussi, les enfants et les adolescents ont besoin de dormir et de bien dormir. L'école devrait commencer beaucoup plus tard, avec des activités intellectuelles le matin sans doute quand l'esprit est clair, et puis beaucoup d'activités physiques et artistiques et créatrices l'après-midi. Il n'y a qu'un seul cerveau formé à l'école, le logico-mathématique. Quelle est la part pour le cerveau émotionnel, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle intérieure, connaître toutes les parties de soi, l'intelligence relationnelle extérieure, l'intelligence créatrice, l'intelligence musicale, l'intelligence artistique, la conscience du corps par l'improvisation, par le chant, par le théâtre. Tout ça fait absolument pas partie de façon régulière et systématique de nos scolarités. Il y a des initiatives à gauche et à droite, mais cela fait que beaucoup d'individus se retrouvent dans les salles d'attente des thérapeutes à se demander qui ils sont, s'ils ont le droit d'exister, s'ils prennent pas trop de place, s'ils sont légitimes, s'ils ne feraient pas mieux d'être autrement, et ils se comparent systématiquement, ils se mettent en compétition avec les autres. C'est effrayant. Quand on parle entre thérapeutes, on se dit, mais qu'est-ce qui fait que nos systèmes éducatifs créent tant de misère? Le système éducatif devrait créer de la joie et de la responsabilité. Il y a beaucoup de changements à faire. C'est très important. Là, tu n'es pas du tout en train de critiquer les enseignants qui font ce qu'ils peuvent, bien sûr, ils font ce qu'ils peuvent. Mais le système tout entier et ses présupposés. Et tu montres que ça va très loin. Se joue là, au fond, le point aveugle de toute notre société, qui repose, comme tu le dis, sur la domination plutôt que sur la collaboration. Et donc ça commence à l'école, sur la méfiance plutôt que sur la confiance, sur le rejet plutôt que sur l'inclusion, sur la rudesse plutôt que la douceur. Et en fait, ce que tu montres, c'est que tout ce qui fait souffrir notre société se trouve déjà là, à l'école. Mais oui, absolument, en fermant, les ferments de ce qui va créer de la division, de la lutte, des égos hypertrophiés, de la quête désespérée d'appréciation des autres. Dites-moi que j'existe parce que moi je ne me sens pas exister. Tout ça est en ferment dans le système éducatif qui n'apprend pas aux êtres humains à se bien connaître, à s'estimer, à avoir une juste estime de soi pour se placer au bon endroit et éviter d'être dans l'hyper-timidité ou l'hyper-égo hypertrophié. C'est vraiment un enjeu de façonnage du vivre ensemble qui a lieu là et qui mériterait d'être vraiment complètement revu. Quand je vois à quelle vitesse, par les temps qui courent, on a réussi à mobiliser du budget pour faire une hypothétique guerre avec la Russie, on se demande bien comment la Russie pourrait repenser vraiment une menace quand on voit comment ils sont enlisés en Ukraine. Mais bon, c'est pas le propos. Mais tout d'un coup, il y a de l'argent, il y a des budgets, on va renforcer le système, l'arsenal militaire. Mais mon Dieu, si une petite part de ça était mise dans l'éducation pour que les enseignants soient bien payés avec des classes petites où les groupes sentent qu'ils sont bien suivis, bien encouragés et que chacun peut fleurir de la fleur qu'il est, pas le copier-coller des autres, de nouveau, pas au rythme des autres. Ça, c'est de nouveau une violence subtile comme le fait d'être assis et de ne pas bouger, de dire à un enfant qu'il est en retard. Mais par rapport à quoi? Chacun a son rythme. C'est d'une grosse brutalité systémique que de reprocher à un enfant de ne pas être dans la cadence qui a été prévue par des intellectuels en chambre. Nous avons besoin, comme dans les systèmes éducatifs de l'Europe du Nord, de mélanger les générations. Les plus jeunes sont aidés par les plus vieux. Ça crée une sorte de parrainage, compagnonnage sympathique qui donne le goût d'apprendre, d'être ensemble. Ça fait beaucoup de choses à remettre en question qui sont rarement accueillies pour le moment, sauf, comme tu l'as évoqué, par des initiatives individuelles, et heureusement. En fait, ce que tu essayes de transmettre, de faire que les gens s'éveillent, c'est que c'est une violence. Il y a une violence autre que simplement frapper les enfants. Il y a une violence du système scolaire, dans cette absence de présence au corps, dans ce refus de faire confiance dans l'énergie vitale des enfants, dans le refus de la capacité d'expression de l'enfant. Dans tout ça est en réalité beaucoup plus violent qu'on ne le croit. Oui, peut-être que le mot violent fait peur aux gens qui nous écoutent, mais c'est de la brutalité, disons. J'emploie ce mot qui est peut-être un petit degré en moins, c'est de la brutalité. On se parle mal, on se brutalise, on s'invective, on se critique, on se reproche, plutôt que de s'encourager, que de s'inclure mutuellement, et que de trouver qu'est-ce qui va faire du nous dans notre groupe. Je vois beaucoup d'étudiants, je leur pose des questions, comment s'est passée la rentrée? On nous a donné le programme, ce qu'il faut faire, quand sont les prochains examens, quels vont être les contrôles. Et est-ce qu'on vous a donné l'occasion de vous rencontrer? Non, vous n'avez pas eu un moment de rencontre avec les uns les autres pour dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous attendez de l'année? Non, pas un
cours pour faire un groupe, essayer de faire une tribu. Mais mon Dieu, je sais qu'il y a des initiatives personnelles où le professeur, avant d'entrer dans les matières et donc les choses à faire, travaille un peu la qualité d'être et permet un échange avec les différents élèves pour que les élèves se le connaissent un peu, se rencontrent et apprennent à ne pas se juger sur leur apparence. Mais mon Dieu, on est encore loin du compte. Toute année scolaire devrait commencer par une semaine à la montagne tous ensemble, à apprendre à se connaître, à s'enchanter, à s'émerveiller de la nature, en sorte de comprendre si on va à l'école, c'est pour protéger la nature. Si on apprend l'histoire et la mathématiques, c'est pour faire des ponts qui tiennent la route et qui ne risquent pas de s'écrouler. Si on apprend l'histoire, la géographie, c'est pour maintenir des belles coutumes et faire en sorte qu'on soit heureux d'être en vie. Il s'agirait vraiment de redonner de l'enchantement. Imaginons un instant, quand on voit combien il y a du désenchantement partout, que la scolarité commence tous les matins par un quart d'heure de beauté et de bonté, que les enfants voient le chant, la voix, la polyphonie, les chœurs dans la steppe, les instruments de musique, du pipeau tout simple dans la montagne jusqu'aux orchestres symphoniques pour se dire « Ah, les humains sont capables de ça ». Voix de la danse, voix de la chorégraphie, voix de la sculpture, voix du soin, voix des sages-femmes, voix des ostéopathes, voix des ingénieurs construire des choses. Et puis se dire « Waouh, le monde c'est ça ». Et puis qu'on voit que la nature, qu'on voit des vols de colibris en statique et que l'on voit des vols des tourneaux extraordinaires passer comme ça et que les êtres humains, avant de commencer leur journée, se disent c'est ça la vie, c'est ça qui mérite d'être vécu, c'est à ça qu'on est invité à participer. Et alors, on comprend que effectivement, quelques connaissances de mathématiques, d'histoire, de géographie vont aider à être outillés pour entretenir cela. Mais aujourd'hui, il y a un immense désenchantement parce que les jeunes se disent « Mais vous avez vu l'état du monde dans lequel vous nous invitez à vivre, on s'en fout complètement. » C'est pas par hasard, c'est du dépit, c'est du ras-le-bol qui sort par là. Il est temps de changer ça et de réenchanter. Et ça demande que nous nous remettions solidement en question, puisque nous sommes très plombés par ce que j'évoque dans tout mon travail, la culture du malheur, le goût du drame et la culture des rapports de force, domination-soumission. Tu es assis, tu bouges pas et c'est moi qui sais. C'est temps de changer ça. Tu as été très marqué dans ton propre chemin par la lecture d'Alice Miller, qui éclaire ce phénomène. Est-ce que tu veux essayer de rappeler qui elle était et pourquoi ça t'a à ce point marqué? C'est une psychanalyste suisse, si je me souviens, du plus ou moins début du siècle, la première partie du siècle précédent, et qui a écrit un petit bouquin qui m'a bouleversé, qui m'a d'ailleurs été recommandé par la sœur de ma mère, qui était une femme qui avait été en psychanalyse, c'était très précurseur à l'époque, et quand j'ai décidé de me mettre en route, je me confiais à elle plus qu'à mes propres parents, parce que je savais que j'aurais une écoute attentive, qu'elle n'allait pas ridiculiser ça, et elle m'a dit, écoute, lis ce livre, parce que c'est un de ceux qui m'a mis en route, et son bouquin s'appelle « C'est pour ton bien ». C'est pour ton bien. Qu'est-ce qu'on a pu créer comme brutalité et violence au nom de cette petite sentence-là? Qu'est-ce qu'on a pu imposer aux enfants? Alors, Alice Miller fait un parcours évidemment de toute cette pédagogie noire, elle l'appelle comme ça, qui a prévalu dans les collèges, dans les écoles, dans les institutions religieuses, où on apprend dans la douleur, et parfois avec des coups et des punitions physiques en plus. Alors on a assez largement dépassé ça, mais ça reste très imprégné, et je le redis, j'ai encore quand on parle de la punition et de la récompense, ce système est de carottes et de bâtons que l'on utilise pour les animaux, pour les dresser. Eh bien, il y a encore des personnes qui disent « Mais une bonne fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne. » Mais mon Dieu, c'est pas parce que ça n'a pas fait de mal que ça a fait du bien. Et on retrouve effectivement en thérapie, j'en rencontre beaucoup, des personnes qui continuent à douter qu'elles valent parce qu'on les a frappées. Et elles ont reçu ça comme une blessure profonde à l'intime de leur être. Elles ont du mal à s'en remettre 40 ou 50 ans plus tard. Donc il est temps de réaliser que l'on peut donner de la structure, de la clarté et du cadre autrement que dans cet ancien paradigme de domination-soumission. C'est un vieux paradigme. Il est temps de s'en défaire et de mettre ça au musée des attitudes anciennes. Je suis vraiment le partisan d'une éducation qui veille au bien, qui est bienveillante. Et la bienveillance, on entend dans le mot qu'il s'agit de guetter, de bien veiller, d'être attentif, de donner du cadre, de la rigueur, de la précision. Et que ça peut se faire de façon tellement plus fine, raffinée et inspirante, autrement que par la punition et la récompense. Alors là, on est devant un peu un abîme, parce que ça fait au moins une vingtaine d'années, au moins, que beaucoup de gens travaillent sur cette autre forme d'éducation, comme Catherine Guégan, Isabelle Filiosa.
Et malgré leur effort, beaucoup de recherches, même scientifiques, qui montrent les dégâts chez les enfants. Catherine Guégan a montré comment la violence inhibe l'intelligence des enfants. Donc elle a montré qu'au contraire, la violence faite sur les enfants, non seulement c'est pas juste au niveau psychologique ou émotionnel, mais ça inhibe leur capacité de comprendre. Mais c'est ça joue sur le cerveau. Malgré ça, notre monde ne comprend toujours pas, et je suis moi-même complètement déconcerté, ne comprend toujours pas qu'il ne s'agit pas, comme tu l'as rappelé ici, de laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut, qui serait une forme de violence, bien sûr, mais que la forme d'éducation, même une certaine forme de discipline, peut se faire non pas par cette forme de brutalité. Et là, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Ils ont l'impression, soit on est brutal, soit on est laxiste. Mais c'est complètement dingue. C'est très, très réducteur, effectivement. Et on vit, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à bouger de ça. Les gens disent « Ah, mais vous voulez être laxiste, donc il faut devenir brutal à tous les niveaux. » Absolument. C'est une illustration de ce qu'on a évoqué dans une autre rencontre, qui est l'effet Semmelweis. Semmelweis, je le rappelle rapidement, c'est un médecin dans les années 1850-1840 qui a réalisé qu'il fallait se laver les mains avant de faire accoucher les enfants, parce que sinon on propageait, les médecins qui avaient ausculté des cadavres ou disséqué des cadavres propageaient évidemment toutes sortes de miasmes. Et à l'époque, il s'est fait rabrouer, il en a fait d'ailleurs une maladie psychique, tellement la confrérie n'acceptait pas l'idée qu'il fallait se laver les mains, puisqu'on ne voyait rien, tout allait bien, alors que les enfants mouraient en couche de façon tragique. Et on montre qu'un biais de conformité, on fait ce qu'on a toujours fait, on se maintient dans un comportement connu, alors qu'on pourrait s'ouvrir au fait que ce comportement est devenu complètement obsolète, si pas complètement inadéquat. Je vois ça pour la punition, il y a encore des gens qui y croient, alors que comme thérapeute, je peux assister à la difficulté qu'il y a à se remettre de punitions qui ont cru légitimes par les parents, mais qui ont blessé profondément l'estime de soi. Et je reformule ce que tu viens de dire, c'est que la bienveillance éducative, c'est absolument pas laisser tout faire, c'est utiliser d'autres moyens pour cadrer, encourager, stimuler. Et je vois juste que les personnes qui discréditent ces approches n'y connaissent juste absolument rien. Et n'ont, à mon avis, jamais fait un travail sur elles-mêmes pour voir comment être dans un état de bienveillance structurante avec soi-même. Elles doivent avoir des divisions intestines qu'elles continuent de reproduire à l'extérieur, malheureusement. Je souhaiterais profondément que cette conscience s'éveille et que l'on puisse apprendre à collaborer, à créer du nous, de l'attention. Ce que j'observe dans la punition, c'est un espèce de raccourci pour se débarrasser du problème. Alors que ce que l'on peut instaurer, c'est un dialogue profond pour se responsabiliser de part et d'autre et s'ajuster. Et là, ça fait des citoyens qui sont conscients, alors que la punition fait des citoyens rebelles ou soumis, ce qui n'aide pas la citoyenneté. Je fais ce petit intermède dans votre dialogue parce que si la question de l'éducation bienveillante vous parle, ça a du sens, vous voulez mieux comprendre ce que c'est, vous voulez élever vos enfants dans une éducation bienveillante, je vous recommande le plus chaleureusement possible le cours d'Isabelle Filiosa, dont nous avons parlé avec Thomas, consacré à l'éducation bienveillante. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'expert la plus reconnue, la plus pédagogique. Et son cours en ligne vous aidera grandement. Vous pouvez le voir sous la description ci-dessous. Pour rendre vraiment très concret, prenons le cas, un enfant a vraiment fait une connerie. Quelles sont les deux approches qu'on peut avoir par rapport à ça ? Dans l'approche traditionnelle, c'est t'as fait une connerie, t'es puni, tu seras privé de dessert ou de sortie ce week-end selon l'âge ou d'argent de poche. Et l'enfant essaie de s'accommoder de cette grosse frustration, il n'en comprend pas forcément le sens. Dans la version éducation... Et donc il aura peut-être envie de se venger. Il aura peut-être même envie de se venger, de faire un mauvais coup, ou de dissimuler ce qu'il fait de pas correct, disons, pour employer rapidement ce mot, dissimuler pour que ses parents ne le punissent pas. On entre vite dans la diffamation. Il va avoir peur. Oui. Et il sent que s'il n'agit pas bien, il va être rejeté. Il va être rejeté, c'est ça. Donc il y a plein de collusions. Là, il y a plein de collusions qui sont en train de se faire. Il comprend pas, il est puni. Ça ne le fait pas vraiment avancer. Il va juste avoir peur. Et au fond de lui, il y a un doute de plus en plus profond. Au fond, je ne peux pas être
je suis tout le temps menacé d'être rejeté. Vraiment, et ce doute risque de l'habiter très longtemps, comme on l'a évoqué. Dans un système d'éducation bienveillante, on dira « Stop, mon garçon ou ma fille, ce que tu as fait là, je ne peux pas l'admettre, et je vais te dire pourquoi. Évidemment, je t'aime, et tu auras mon amour à vie, j'assure la sécurité affective. Cependant, je vous souhaite bavarder avec toi de pourquoi ça ne correspond pas aux valeurs que nous souhaitons partager, tes parents et moi, ou l'école et toi. Et voici les valeurs en question. Est-ce que tu les comprends ? Et j'utilise ce moment d'échange pour vérifier que l'autre comprend le sens d'une valeur. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas les instructions qu'on leur donne parce qu'ils ne voient pas la valeur qu'il y a derrière. Les générations précédentes et ceux qui discréditent l'éducation bienveillante ont souvent subi « c'est comme ça parce que c'est comme ça, tu feras ce que tu veux chez toi plus tard, mais tant que tu es à la maison, tu fais ce qu'on te dit. Ah, il faut, tu dois, c'est comme ça. » Et on a suivi. Aujourd'hui, les nouvelles générations, heureusement, nous disent « donne-moi le sens de ce que tu me demandes, je vais vérifier si j'adhère. » Et si j'adhère pas, tu peux toujours courir. Alors ça nous secoue pas mal, nous, les adultes qui avons grandi dans un formatage tout autre, où on a assez souvent évité de moufter pour ne pas s'en prendre une. Eh bien, je pense qu'au contraire, c'est extrêmement bénéfique. Nous avons assisté dans l'histoire à des tragédies parce que des gens obéissent et suivent des instructions débiles. C'est comme ça que le nazisme a fonctionné. Et on les connaît, les répliques des procès du nazisme où les officiers disaient « j'avais reçu des instructions, c'était les ordres des supérieurs, c'était mon rôle de faire telle ou telle mission ». Et on a édulcoré le fait que ce dont il s'agissait, c'est d'envoyer des êtres vivants à l'abattoir. Non, c'est les instructions, j'ai obéi. Ah, il est temps de cesser de faire des êtres obéissants, mais des êtres conscients de pourquoi on fait les choses et dans quel cadre, en acceptant que tout n'est pas forcément confortable, évidemment, et que souvent on fait des choses qui sont nécessaires, mais pas forcément confortables. Là, il y a à revisiter le système de pensée parce que profondément, la punition est humiliante. Je l'ai dit, je me suis occupé de jeunes dits de la rue pendant des années dans la délinquance, la petite criminalité. J'en ai rencontré beaucoup qui ont fait de la prison. Je n'ai jamais vu que la prison soit bénéfique. Pourtant, c'est la prison institutionnalisée, c'est la punition institutionnalisée au niveau collectif, la prison. Eh bien, au contraire, c'est une pétaudière. Ils apprennent les pires trucs, ils reproduisent ce que d'autres grands taulards ont inventé comme façon de rouler les citoyens. C'est effrayant. Nous avons absolument besoin de mettre en place de la justice restaurative où on apprend à réparer ce qu'on a mal fait et à se réintégrer à la société. Et ça démarre depuis la scolarité. Comment est-ce que je peux réparer la bêtise que j'ai faite? Comment est-ce que je peux indiquer que j'ai compris que j'ai enfreint une valeur du vivre ensemble et montrer que j'adhère à la valeur qui m'est proposée? C'est un shift majeur dans les systèmes de pensée. On quitte la culture de domination-soumission et on co-crée une culture de partage, entraide, collaboration. C'est une urgence internationale. Ça parce que tu montres que la punition engendre une insécurité psychique fondamentale. Donc il va devenir très difficile de guérir. Mais bien sûr, je vois mes filles qui elles ont 27, 26 et 22 maintenant, mais très vite elles m'ont dit dès qu'elles avaient l'âge d'aller passer un week-end chez les copines ou prendre des vacances à gauche à droite chez d'autres, on dit et les filles, les copines, elles parlent pas à leurs parents, elles dissimulent des trucs, elles disent pas la vérité, elles inventent une excuse, etc. C'est quand même incroyable parce que vous nous avez toujours appris qu'on peut se parler vrai et simplement. Mais oui, on se parle vrai, on n'a pas à cacher des choses et quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord et on les explique. Mais je vois bien qu'un des effets pervers de la punition, c'est qu'on cache des trucs. On n'ose pas dire. Le climat par rapport aux parents est de méfiance. Et on est dans un rapport de force. Mais c'est pas pour ça qu'on est sur Terre. On est sur Terre pour apprendre. Et ça s'apprend, parce que c'est pas toujours facile, à s'aimer profondément avec la rigueur voulue. Et donc, c'est là une des causes du manque d'amour que les gens ont pour eux-mêmes. Clairement. La blessure d'amour est tellement répandue. Combien de personnes ont doute d'avoir été aimées ou en tout cas reconnues dans leur singularité. Et il y a des personnes qui se disent oui, mes parents m'ont aimé, mais j'ai pas senti que ma singularité, ma différence par rapport, par exemple, à mes frères et sœurs ou par rapport au milieu dans lequel j'ai grandi, était honorée. Et beaucoup de gens ont tu leur singularité. Et le fait de taire sa singularité, ça crée énormément de frustration et de mécanismes compensatoires. Tu racontes une anecdote très poignante dans le livre d'un enfant qui est puni pour inattention parce que, alors qu'il vit une situation familiale extrêmement grave. Est-ce que tu veux raconter cette histoire? Oui, parce qu'elle c'est très
Et comme quoi il y a besoin d'aller voir derrière ce qui se passe. L'enfant qui a de l'inattention dans la classe et qui peut-être même est un peu le cancre qui fait rire les autres et qui distrait la classe, c'est pas par hasard. Il est en quête de reconnaissance et d'attention. Il est en quête d'être individualisé, d'être reconnu comme ayant le droit d'exister parce qu'il n'a pas ça à la maison. Et je me souviens, c'est un peu parallèle à l'exemple que je viens de donner de cet enfant qu'on punissait parce qu'il n'était pas attentif au cours de mathématiques, si je me souviens bien, alors que le matin, il avait été déposé par son père, qu'il avait menacé de venir le chercher avec un revolver s'il retournait chez sa mère. C'était un couple en séparation, et en séparation douloureuse manifestement. Et donc cet enfant de 12-13 ans était menacé d'un revolver si jamais il allait séjourner chez sa mère plutôt que chez son père. Comment voulez-vous être tranquillement concentré pour le cours de maths ? Il faut comprendre l'humanité d'abord. Et donc, il faudrait évidemment, au début de chaque journée de scolarité, un moment en dehors du programme pour se poser. Et j'ai lu une étude bien intéressante sur le Japon qui indiquait que devant beaucoup de mortalité par suicide dans les classes, on a réalisé que les jeunes, ils sont robotisés à être bien tout de suite et à travailler tout de suite et qu'ils n'ont pas l'occasion de se poser. Alors, on a instauré un petit système simple. On commence par se poser. Ce matin, je suis triste. Ce matin, je suis content. Ce matin, je suis déçu. Et simplement poser un sentiment, avoir le droit d'être un être humain avec des sentiments, a changé significativement la démarche. Mais voilà des moyens qui existent et qu'il est temps de mettre en place à large échelle. On ne peut pas imaginer faire fonctionner un groupe de 25 à 30 adolescents dans une classe sur des matières qui ne sont pas forcément les plus passionnantes en soi, sans avoir d'abord vérifié est-ce que le groupe est content d'être là ? Est-ce qu'ils sentent le sens de ce qu'ils vont apprendre et combien ça va les aider à être des citoyens plus heureux d'être là et plus collaborants à la société ? C'est un shift majeur à faire pour pouvoir rencontrer la préoccupation des jeunes d'aujourd'hui. Tu avais, toi, un rapport avec cet enfant ? Tu t'en occupais ? Parce que... Là, oui, j'avais un rapport avec les enseignants qui avaient entendu. Je donnais une formation dans l'école et c'est un exemple qui m'a été donné d'une enseignante qui m'a dit « Je viens d'accueillir ce matin un papa qui a dit ça à son fils. » Et on s'étonnait que le fils n'était pas concentré dans la classe, mais on a bien compris. Et tu montres que la souffrance que beaucoup d'adultes ont, je ne sais pas ce que je veux. Je sais pas, je sais plus qu'est-ce qui me fait vraiment du bien. Cette méconnaissance de soi qui entraîne tellement la culture du malheur que tu essayes de décrire, s'enracine là. Au fond, parce qu'on répond aux attentes des autres sans se donner le droit de savoir ce que l'on sent. Et que c'est dès l'enfance, dès l'éducation, qu'on est comme ça conditionné. C'est vraiment ça, on est conditionné à s'éloigner de soi. De plus en plus, à faire ce qui est prévu, ce qui est attendu, ce qui me permettra d'être intégré, d'être reconnu, d'avoir la reconnaissance sociale. Et donc, je me suradapte au regard de l'autre la plupart du temps. C'est une souffrance terrible dans la plupart des êtres humains, cette tension par rapport au regard de l'autre. Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Et évidemment que les petites machines que nous avons tous en poche s'engouffrent dans cette quête désespérée de reconnaissance et la comparaison avec ce que font les uns, les autres, plus beau, plus ceci, plus cela, plus à la mode, plus branché. Et cette comparaison est une véritable arme de destruction massive. Ça bousille le peu d'estime de soi que les êtres humains ont encore. Donc le système scolaire, pour revenir à notre propos, devrait avoir pour objectif principal, faire en sorte que les êtres humains développent une bonne estime de soi, une confiance en soi, pour pouvoir accueillir l'autre dans sa différence, trouver les points de collaboration et féconder ainsi un nous heureux. Parce que quand j'ai pas une bonne estime de moi, soit je maltraite l'autre parce que je me venge de ce malaise intérieur, et on voit tellement de harcèlement, de bullying dans les écoles, c'est un manque d'estime de soi, soit je me tiens complètement en retrait, je prends pas ma place et je subis du harcèlement. Donc l'estime de soi, c'est pas un petit enjeu de développement dit personnel de nouveau, c'est un enjeu de vie commune, c'est un enjeu de développement social durable. Et il est temps que nous le comprenions et qu'il soit favorisé. Tu t'appuies aussi sur le travail du professeur Bernard Lahire, qui montre que dans l'école, on transmet la peur de la faute. On est centré sur l'évaluation et les contrôles. Et lui, qui est scientifique, rappelle qu'il progresse en tant que scientifique en se trompant. C'est en apprenant de ses erreurs qu'il fait des progrès. Donc, tout le monde le sait, on progresse en faisant des erreurs, mais l'enfant est sanctionné quand il fait des erreurs. Donc là, il y a quelque chose comme une sorte de
d'anomalies profondes que tu soulignes beaucoup dans ton livre. Et c'est une brutalité invraisemblable. Comment est-ce qu'on peut apprendre de façon durable sans se tromper régulièrement? Évidemment qu'on se trompe. Et il n'y a pas d'échec en soi. C'est encore une vieille compréhension des échecs. Mais non, c'est des occasions d'apprendre, d'avoir tiré une leçon de quelque chose qui ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Le mot échec est plombant. Et je peux de nouveau confirmer que j'accompagne des personnes qui ont 40, 50, 60 ans et qui sont encore en train de ronger l'impression d'avoir été en échec à des moments. Et le système éducatif devrait indiquer, là, effectivement, on n'est pas atteint le résultat qu'on souhaitait, c'est pas ça qu'on attendait. On va revisiter le processus pour voir si tu l'as bien compris. Et on ne nomme pas l'idée que c'est un échec. Ça a été une magnifique occasion d'apprendre. Et effectivement, ce que dit le professeur Lahire, c'est que la science, elle est basée sur des essais et des erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Et il est temps qu'on rétablisse ça dans nos vies pour que chacun s'autorise avec profonde bienveillance pour soi à faire des erreurs et à se planter. J'aime la formule que c'est en se plantant qu'on pousse. C'est joli. Tu essayes d'expliciter par là beaucoup de souffrances que nos contemporains vivent. Par exemple, le fait que plein de gens réussissent socialement, ont tout pour être heureux et pourtant se sentent vides, sentent une fatigue, ont l'impression d'être à côté de leur vie. Et tu montres que cette souffrance, elle est souvent liée à une éducation qui a été entièrement centrée sur la réussite et la performance. Oui. Est-ce que tu peux montrer le lien entre les deux? Oui, clairement, l'éducation est souvent orientée sur la performance, le faire, les résultats, les accomplissements, et on a oublié la qualité d'être. Comment je me sens? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce qui me rend heureux, joyeux? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui m'attriste? Qu'est-ce qui me pèse et que j'ai besoin d'apprendre à transformer? Les gens ne savent pas ça. Et donc, ils sont avancés dans les encodages officiels. Et à un moment, assez souvent à la cause d'un accroc, parce que tout d'un coup, cette espèce de course flamboyante achoppe sur quelque chose. C'est un divorce, c'est une difficulté avec un enfant, c'est un décrochage scolaire dans la famille, c'est peut-être un licenciement ou des ennuis de santé. Tout d'un coup, la personne va se poser les bonnes, vraies questions. Qui je suis, vers où je vais et à quoi sert la vie? On les pose parfois en boutade. Qui suis-je, où cours-je, à quoi sers-je, dans quelle étagère? Toutes sortes de boutades autour de ces questions. Mais derrière ça, c'est pas des boutades, c'est des vraies questions que nous aurions tout intérêt à nous être posées anticipativement, avant que tout d'un coup la vie nous mette au pied du mur. Et effectivement, je souhaiterais que les systèmes éducatifs, tant à la maison, en famille qu'à l'école, soient orientés vers le sens de la vie. Qu'est-ce qui fait sens? On n'est pas sur Terre pour se brosser les dents, prendre sa douche, préparer ses devoirs, passer son bac. On est sur Terre pour s'enchanter d'être vivant et effectivement apporter de l'enchantement et une contribution au monde. Et c'est vrai qu'avoir une bonne hygiène de vie, dormir à temps, prendre sa douche, étudier des matières, c'est une logistique intéressante pour l'enchantement. Mais n'inversons pas les choses. Beaucoup de gens sont pris dans les choses à faire et oublient la qualité d'être. En disant ça, tu veux à la fois inviter les gens à œuvrer pour réformer le système de l'éducation, mais aussi aider chacun à comprendre que beaucoup de nos enfermements, de nos souffrances, de notre culture de la souffrance, vient d'un endroit qu'on n'identifie pas. Et au fond, c'est devenir plus conscient de ce qui nous fait souffrir. Oui. Parler de l'éducation. C'est pas seulement, ce que je veux dire, il ne s'agit pas seulement, en parlant de l'éducation, d'essayer d'inviter à changer l'éducation, mais aussi à éclairer toute notre souffrance qui vient de là, de nous aider à comprendre pourquoi on est à ce point conditionné. Oui, c'est ça. D'aider à comprendre dans quoi nous avons été pétris. Nous avons été pétris dans des cultures ambiantes, et notamment le type de scolarité que nous avons vécu. Est-ce qu'elle nous a permis de bien nous connaître, de bien nous sentir à l'intérieur de nous-mêmes, de nous sentir confortables dans l'être que nous sommes, confiants dans qui nous sommes? Est-ce qu'elle nous a permis, cette éducation, de rencontrer nos vrais talents, ce qui est notre fibre particulière, ce qui va nous permettre d'apporter significativement quelque chose au monde? Est-ce qu'elle nous a permis de bien traiter nos inconforts, nos tristesses, nos solitudes et d'être outillés pour ça? La plupart du temps, non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je me rends compte que justement, l'éducation ne m'a pas apporté ça. Au contraire, loin de m'apprendre à trouver ce qui m'émerveille et trouver ma voie, elle m'a plutôt appris à me soumettre, à jouer un rôle, à rentrer dans un jeu social, à me couper de moi-même. Et donc, je m'épuise, je souffre, je ne sais pas faire autrement. Qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai vu ça?
eh bien, prendre conscience que je suis en train de pédaler dans les dunes ou de ramer dans les dunes, comme on dit platement, que je suis plus sur mon chemin, que je suis pas heureux de ce que je vis. Prendre conscience de ça est évidemment la première étape pour dire qu'est-ce que j'aimerais, par où aimerais-je aller, quels étaient mes rêves d'enfant, qu'est-ce que j'envisageais comme vie quand j'étais plus jeune, et revenir à ce tressaillement que je crois que nous avons tous, mais qui a pu être solidement éteint, précisément par les systèmes médicaux, qui nous fait aspirer à une certaine qualité de vie. Je pense que nous aurons tous lu des livres, à l'époque où on lisait des livres en tout cas, ou vu des films, entendu des images, découvert des mythes qui nous ont fait sentir ça c'est beau, c'est juste, j'aimerais quelque chose comme ça. Malheureusement, souvent on nous a dit sois raisonnable, suis ta scolarité et laisse ça de côté. Donc la ressource, c'est de revenir à ça. Qu'est-ce qui me fait tressaillir? Qu'est-ce qui me fait rêver? Dans les formations que j'anime, je propose aux gens de passer presque une journée à travailler leurs rêves. Pas les rêves de nuit, les rêves de jour. À les désenfouir de cette négligence. Je m'autorise à rêver. Je note tous mes rêves. J'accepte que ce tressaillement existe dans des aspects extrêmement différents de moi. Parce que c'est très amusant de se laisser rêver et de voir qu'il y a des rêves qui n'ont pas du tout la même portée. Mais c'est pas de la cohérence qu'on cherche, c'est de la vie que l'on cherche. Et puis d'aller voir qu'est-ce que ce rêve dit de moi en termes de besoins profonds. Et c'est extrêmement puissant de réaliser que, je donne notamment comme exemple une personne qui était complètement en dépression parce qu'elle avait perdu son mari d'un cancer foudroyant. Elle est là avec 3 enfants, maman solo, peu de ressources, la catastrophe. Et elle dit j'ai plus aucun rêve. À un moment, je guettais les signes de vie. Quand elle dit j'ai aucun rêve, mon réflexe de thérapeute, c'est d'inverser, dire je rêverais de retrouver des rêves, mais pour le moment, j'en ai pas. Alors je l'invite à quand même dire plus aucun rêve, et finalement elle accepte et dit oui, j'ai un rêve de partir à la rame à travers les océans comme Maude Fontenoy, la championne française qui traverse des océans à la rame. Mais elle éclate de rire en disant c'est juste pas possible, je sais pas l'âge, je sais pas nager, etc. Je dis quand même, vous aviez les yeux brillants quand vous disiez j'ai envie de partir à la nage. Et écoutez votre rêve, qu'est-ce qu'il dit de vous? Et alors elle disait mais changer de vie, l'aventure, la nouveauté, me transformer, dépasser ce que je suis. Ah ben vous voyez, quand vous nommez ça, vous êtes vivante, vous avez un œil vers où vous avez envie d'aller. Elle dit ben c'est vrai, je me sens vivante quand je nomme ça. Eh bien, accueillez ça, continuez à ressasser ça. Quelques jours plus tard, elle revient à la séance suivante et me dit j'ai des amis qui font de la rando en montagne, ils veulent tester un nouvel équipement et ils me proposent de venir tester l'équipement de bivouac dans un petit bois pas loin de chez nous à la campagne. Je suis excité, j'ai plus campé depuis 15 ans, depuis l'âge de 15 ans. Et alors cette maman de 45, 50 ans va camper dans les bois. Elle revient et elle dit j'ai trouvé ça fabuleux, on a monté les tentes, c'était une ambiance magnifique, j'avais de nouveau 15 ans dans mon cœur, on a joué de la guitare, on a chanté, on s'est mis dans nos duvets, on s'est endormi joyeusement. À un moment, il y a un orage qui s'est levé, un arbre est tombé sur le feu de camp, un sanglier a traversé juste à côté de nous. Je me suis sentie vivante, dans l'aventure, dans la nouveauté. Et elle était toute émerveillée de ce qu'elle avait goûté à quelques pas de chez elle. Et puis, quelques semaines plus tard, elle me dit ses amis se sont super bien entendus avec moi et avec mes enfants, puisqu'on était avec les enfants. Ils nous proposent de partir en randonnée en montagne et de les accompagner. Et voilà tout d'un coup que cette femme qui a écouté son rêve, c'est pas traverser à la mer, à la nage, c'est pas traverser à la rame les océans. Ça, effectivement, elle n'a pas la condition physique de faire ça, ni les moyens de sponsoring. Mais aller faire des randonnées, ça coûte pas grand-chose. On s'achète une paire de chaussures et un petit duvet, et puis on est parti. Eh bien, elle se remettait à vivre parce qu'elle a savouré son rêve. C'est ça, mon rêve, c'est que les jeunes, en arrivant à l'école, en voyant la beauté du monde, en voyant les aventuriers qui font des aventures, en voyant les constructeurs qui construisent, les savants qui inventent, les artistes qui créent, sentent, mais moi j'ai un rêve qui est de cet ordre-là, je vais le trouver, et sentent la pulsion de vie qu'il y a lorsque l'on rêve. C'est pas de l'ordre intellectuel, hein, c'est de l'ordre de l'essence de l'être qui a besoin d'être en expansion. Voilà, je suis parti dans une longue description de la pulsion de vie qui nous habite et qui, malheureusement, dans nos systèmes éducatifs jusqu'ici, n'est pas souvent rencontrée. Donc, au fond, l'éducation nous coupe de la pulsion de vie. Ah, j'en suis convaincu. Et au fond, la voie du bonheur, c'est de retrouver notre pulsion de vie, notre allant de vie, je pourrais faire dire. Complètement, dans quelques registres que ce soit. Je vais donner un exemple plus proche. Il y a quelque temps, je fais une course pour un vêtement à Paris, je profite des soldes, et le jeune homme qui est là dans la boutique connaît très bien les tissus, les matières, et il m'explique, je dis, vous avez fait des études sur les tissus, qu'est-ce qui vous amène à gérer tous ces enjeux? Moi, j'y connais rien, mais vous en parlez très bien.
bien. Il dit, mais parce que j'adore ça. J'étais un très mauvais élève, j'étais pas bon à l'école, j'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai pu travailler dans cette boutique comme apprenti, comme étudiant. Et maintenant, c'est ma boutique, je gère pour une marque, etc. Et je suis très heureux d'être là. Et ben voilà un jeune homme de 25 ans qui est heureux, qui est patron de sa petite boîte parce qu'il a suivi son fil. Il aime ça. Il n'était pas scolaire, mais il y a d'autres qualités en lui et il le fait super bien. Mais voilà ce que l'école devrait faire. Ce que tu es riche. On va voir ce que tu étais peut-être pas fait pour une scolarité traditionnelle. Peut-être que tu es fait pour être un artiste ou un menuisier ou un charpentier ou un restaurateur. Encourager la personne à trouver sa couleur. C'est ça l'idée. Merci infiniment. C'était un grand bonheur de t'écouter. Merci Thomas. Merci beaucoup Fabrice pour ton accueil répété dans ton émission. Si la question de l'éducation bienveillante vous parle, que ça a du sens, vous voulez mieux comprendre ce que c'est, vous voulez élever vos enfants dans une éducation bienveillante, je vous recommande le plus chaleureusement possible le cours d'Isabelle Filiosa, dont nous avons parlé avec Thomas, consacré à l'éducation bienveillante. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'expert la plus reconnue, la plus pédagogique. Et son cours en ligne vous aidera grandement. Vous pouvez le voir sous la description ci-dessous